Bonjour, voici le cours de mathématiques pour la robotique, pour les licences LR2I Robot. Donc le cours sera fait à l'aide de Miro et vous pourrez regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez et mettre vos commentaires en bas de cette page dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur ce cours. Je vais décomposer ce cours en 6 vidéos différentes, donc 3 pour la partie vecteur et 3 pour la partie matrice. Et vous aurez le poly d'exercice associé pour pouvoir faire les exercices qui correspondent. Donc vous avez normalement ce poly-là sous les yeux avec des trous, et vous verrez qu'on va compléter ces trous au fur et à mesure de vidéos. Donc on a 3 parties sur les vecteurs, quelques définitions, quelques propriétés de calcul vectoriel et ses applications, et enfin on verra le lien entre les fonctions et les vecteurs. Sur les matrices, on verra la définition, ou les définitions plutôt, qu'est-ce que sont les matrices, où est-ce qu'on les trouve, à quoi ça sert, comment on manipule ces matrices, donc quelles sont les opérations qu'on effectue sur ces matrices, et ensuite on verra quelques applications à la résolution de système et au changement de base, au changement de repère, qui est le point central de l'utilisation des mathématiques pour la robotique. Parce que ce cours a été réfléchi pour pouvoir être appliqué dans vos matières de robotique. C'est-à-dire qu'on va avoir un robot qui va être placé dans une certaine position, et puis qui va faire des déplacements dans l'espace. Et puis, une fois que ces déplacements sont effectués, la position relative des objets par rapport au robot va changer. Donc c'est ce qu'on va essayer de modéliser mathématiquement à l'aide des vecteurs dans un premier temps, et ensuite des matrices qui représenteront ce changement d'orientation, ce changement d'espace. Donc c'est pas juste un cours de maths pour se faire plaisir, c'est un cours de maths appliqué à la robotique qui a été fait en accord avec les autres enseignants que vous avez en licence LR2I. Donc la première partie des vecteurs, vous allez voir au début, ça va être que des rappels, des choses que vous connaissez déjà, des exercices très simples, donc ça va monter tout doucement en difficulté. Donc ne zappez pas des pages, ne passez pas trop vite parce que les bases sont importantes à connaître. Les vecteurs, vous les avez déjà vus depuis longtemps, ils servent à se positionner dans un repère. Je vais zoomer un peu, peut-être que c'est pas très lisible. Pour repérer la position d'un point sur une carte, on doit la munir d'une origine et d'un système de coordonnées. Il en est de même si on veut caractériser un déplacement d'un point vers un autre. Mis à part que cette fois la position de l'origine est donnée superflue. Quand on a un vecteur, on a un point de départ, un point d'arrivée, mais où que se place ce point de départ et ce point d'arrivée, le vecteur reste le même. Il sera caractérisé par d'autres notions que la position du point de départ et du point d'arrivée. Le vecteur est caractérisé par 3 choses qu'on va voir après, qui sont sa distance, sa direction et son sens. Naturellement, on a été conduit à introduire une notion de matrice dans le cadre des calculs de changement de repère. Donc ça, c'est la motivation entière de ce cours, c'est savoir comment on peut changer de repère. Donc, on a un vecteur, on fait une rotation, on tourne la tête, quelles sont les nouvelles coordonnées de ce vecteur dans ce nouveau repère. Et ça, c'est appliqué à la robotique parce que le robot va faire une rotation, un déplacement, et le vecteur qu'il avait au départ dans son système de représentation d'origine eh bien, va changer une fois que la rotation sera effectuée. On pourrait voir tout ce cours en dimension n, avec n quelconque, mais nous, comme dans la plupart des cours de géométrie qui ont des buts appliqués, on se placera en dimension 3. D'accord ? On a 3 dimensions, comme dans la salle de cours où vous êtes, ou dans votre chambre, là où vous êtes en tout cas, il y a 3 dimensions, hein, l'abscisse, x, l'ordonnée, y, et puis la hauteur, z. Donc on est toujours dans ce repère-là. Vous avez probablement utilisé déjà les vecteurs en mécanique, peut-être si vous en avez fait, ou en électricité. En tout cas, c'est quelque chose qui est très utile et qu'on retrouve dans plusieurs domaines des mathématiques, ces vecteurs-là, puisqu'ils peuvent modéliser pas mal de problématiques physiques ou électriques. Alors, dans ce chapitre, on sera amené au départ à travailler en dimension 2, donc dimension 2 c'est le plan, la table, mais on travaillera aussi en dimension 3, donc l'espace, la pièce où vous êtes. Dans ces espaces, on aura besoin pour nous repérer d'autant de coordonnées qu'il y a de dimensions. Donc si on a un point dans l'espace, donc dans votre chambre, dans votre bureau, eh bien il y a 3 coordonnées, d'accord, l'abscisse, l'ordonnée et la hauteur. Donc on aura à chaque fois besoin de n coordonnées si on est dans un espace à dimension n. Aussi souvent possible, des définitions, résultats ou calculs généraux seront illustrés par des schémas en 2 ou 3 dimensions. Donc j'essaierai de faire des dessins.
On ne peut pas vraiment faire de dessin en 3 dimensions facile à imprimer et lisible sur un papier, mais j'essaierai de vous montrer ça sur l'écran. Donc on aura des vecteurs et des nombres réels. Donc il ne faudra pas confondre les deux. Un vecteur, il sera toujours représenté avec une flèche. Un nombre réel, 5, ce sera représenté sans flèche, par exemple. C'est le nombre 5. Définition. La définition de vecteur, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, un vecteur qui va de A à B, il est caractérisé par 3 choses. La distance entre A et B, la direction, donc c'est l'orientation de la droite dans l'espace, et le sens. Est-ce que je vais de A vers B ou de B vers A? Et on voit ici qu'il y en a plusieurs des vecteurs AB. Celui-là, c'est un vecteur AB. Celui-là, c'est aussi le même vecteur AB. Celui-là, c'est aussi un vecteur AB. On a une infinité de vecteurs AB, et on n'en a aussi qu'un seul. Finalement, c'est toujours le même. Mais il y en a plusieurs façons de le représenter. Il ne faut pas se dire que le vecteur AB part forcément du point A et va au point B. Celui-là, il est aussi égal au vecteur AB, puisqu'il a la même distance, la même direction et le même sens. D'accord? Donc on a plusieurs vecteurs qui représentent le vecteur AB. Il est indispensable de relier la notion de vecteur à celle de coordonnées. On va voir qu'un vecteur en dimension n va être caractérisé par n coordonnées. Par exemple, si je mets un U avec une flèche, c'est un vecteur U qui va avoir n coordonnées. Donc sa première, c'est le déplacement suivant le premier axe, U2 suivant le second axe, et UN suivant le nème axe. Donc nous, on sera globalement en 2 ou 3 dimensions. On aura 2 déplacements. Très bien. Pour l'instant, rien de très neuf, je pense que vous connaissiez tout ça. Une notion qui est un petit peu moins connue peut-être, c'est la notion d'espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est un ensemble de tous les vecteurs de dimension n fixée, muni de 2 lois. Une loi de composition interne, qui est l'addition, c'est-à-dire que si je prends 2 vecteurs et que je les ajoute, j'obtiens encore un vecteur du même ensemble, du même espace vectoriel. Et une autre loi, la loi de composition externe, qui est le produit d'un vecteur par un réel. Donc si je prends un vecteur et que je le multiplie par un nombre, eh bien j'obtiens encore un vecteur qui aura toutes ses coordonnées multipliées par ce nombre. Donc petite illustration simple, si j'ai 2 vecteurs u et v, la somme des deux, c'est l'ajout des composantes de u à celle de v. Par exemple le vecteur 3 moins 2, si je l'ajoute au vecteur 1, 5, eh bien j'obtiens le vecteur 4, 3. D'accord? J'ai juste ajouté 3 et 1, 4, moins 2 plus 5, 3. Composante par composante. Si je prends le vecteur u, qui a n coordonnées, et que je le multiplie par alpha, eh bien j'aurai toutes les composantes de u qui seront multipliées par alpha. Alpha, c'est un nombre réel. On appelle ça aussi un scalaire. Un nombre, c'est un scalaire. Donc si je le vecteur, par exemple, 2, 1, et que je le multiplie par 2,5, eh bien j'aurai le vecteur 5, 2,5. J'aurai multiplié chacune des composantes par 2,5. On n'aura pas changé la direction du vecteur, on aura la même direction. On n'aura pas forcément changé le sens si on multiplie par un nombre positif, et on aura changé la norme si on a multiplié par un nombre différent de 1 ou de moins 1. On va voir ça après. Donc ça, c'était les premières notions sur les vecteurs, la définition. On a quelques propriétés immédiates. Si je prends le vecteur u, que je multiplie par 3, puis que je le multiplie par 4, c'est comme si j'avais pris u et que je l'ai multiplié par 12. Si je fais 2 plus 3u, c'est pareil que 2u plus 3u. Donc on a la distributivité. On a aussi la commutativité, c'est-à-dire que j'aurais pu faire bêta fois alpha fois u. On aurait pu le faire dans le sens qu'on veut. Si j'ai alpha u plus v, eh bien ça c'est alpha u plus alpha v. D'accord, je distribue. Et 1 fois u, c'est u. Donc là, c'est des propriétés évidentes et immédiates que vous connaissiez déjà, j'imagine. Ça fait pas de mal de les rappeler, mais on l'utilisera par la suite comme étant des choses acquises. Si on a un espace vectoriel, donc on a un ensemble, on va pouvoir le caractériser à l'aide de ce qu'on appelle une base. Une base, ça va être une famille de vecteurs qui va nous permettre de reconstruire l'espace. Par exemple, ces vecteurs-là, qui ont un seul 1 par composante, ils forment ce qu'on appelle une base de E. C'est n vecteurs dans lequel un vecteur U quelconque, qui a n coordonnées, U1, UN, il va pouvoir se décomposer de manière unique en une somme de ces n composantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends U, qui a ses n coordonnées U1, UN, on peut le voir comme étant U1 fois le vecteur 1 et que des 0, U2 fois le vecteur 0, 1 que des 0, U3 fois 0, 0, 1 que des 0, et UN fois que des 0 et 1, 1. Donc je peux utiliser ces vecteurs-là, 1, 0, 1, 0, 0, 1, etc., pour écrire de manière unique le vecteur U comme une somme
U1 fois lui, plus U2 fois lui, plus U3 fois lui, plus UN fois lui. Ça ne marcherait pas avec n'importe quel vecteur. Si j'avais que le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, je ne pourrais pas écrire ce vecteur-là, puisque je ne pourrais pas faire apparaître U3. Donc on voit qu'une base, c'est pas n'importe quelle famille de vecteurs. Il faut que j'en ai n, et il faut que ces vecteurs-là ils soient linéairement indépendants. Qu'on ne puisse pas obtenir un vecteur à partir des autres. En dimension 2, une base du plan, c'est par exemple le vecteur i1, 0 et j0, 1. C'est quelque chose que vous connaissiez aussi, c'est les vecteurs qu'on prend en général pour faire le repère de l'espace vectoriel dans lequel on est. Si je vous donne le vecteur 5, 2, eh bien on peut l'écrire de manière unique dans cette base comme étant 5 fois i plus moins 2 fois j. On ne peut pas faire d'autres combinaisons qui vont donner ce résultat-là. À partir du vecteur 1, 0 et 0, 1, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc ce vecteur u, qui est représenté ici, eh bien, il est égal à 5 fois i plus moins 2 fois j. Où i et j sont le vecteur 1, 0, donc j'avance de 1 et je monte de 0 pour i, et j, j'avance de 0 et je monte de 1. On voit que le 1 n'est pas forcément le même. D'accord. Le monter de 1, on voit que c'est plus petit, c'est plus court comme trajet que d'avancer de 1 ici. On verra par la suite comment on peut faire pour avoir des bases qui ont la même norme. En dimension 3, une base de l'espace vectoriel, c'est pareil, on met un 1 par composante et 0 ailleurs. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Donc par exemple, le vecteur 4, 5, 2, il s'écrit 4i plus 5j plus 2k. On peut le voir de cette façon-là. Donc là, on va faire une première représentation en 3D, donc c'est le premier dessin en 3 dimensions. J'ai le vecteur i, j, donc i il est là, j il est là, et k il est là. Donc 4i, je me déplace de 4 dans cette direction, 5j, je me déplace de 5 suivant la direction, et 2k, je me déplace de 5 suivant la troisième direction, c'est-à-dire je monte de 5 par rapport au plan. Donc le vecteur u, on peut le représenter à partir d'ici par exemple, j'avance de 4 suivant i, 5 suivant j et 2 suivant k, et finalement j'arrive là-haut. D'accord. Donc il faut voir ça en 3 dimensions. Je suis sorti du plan ij, et j'ai monté de 2 unités vers le haut. Très bien. On aura aussi besoin de la notion de repère. Dans un espace vectoriel, on peut se fixer un point qui va nous permettre de représenter les vecteurs à partir de ce point-là. En général, on l'appelle O, qui sera l'origine du repère. On met un grand O, qui permettra de fixer de manière arbitraire le point qui a un déplacement nul, souvent les 3 coordonnées dans cet exemple-là. Donc on décidera que toutes les coordonnées valent 0 à l'origine du repère. Puis, à partir de ce point-là, on va construire une base de vecteurs qu'on définira à partir de ce point. Donc j'ai le point O, I, J et K, je les représente à partir de ce point-là, et cet ensemble-là, O, l'origine plus les 3 vecteurs, c'est ce qu'on appelle le repère de l'espace physique dans lequel je suis. Et on verra que tout déplacement du point O au point M correspond au vecteur OM. Donc on va prendre un point M quelconque dans l'espace, qui aura une suite de coordonnées, par exemple 4, 5, 2, bien ça voudra dire que le point M, il se situe à 4 suivant l'axe des I, 5 suivant l'axe des J et 2 suivant l'axe des K, de l'origine O. Donc ça nous permet d'avoir de manière unique la position d'un point dans notre espace de dimension 3. Il faut qu'on connaisse l'origine et la base, c'est-à-dire les vecteurs qui forment le repère. On a quelques propriétés assez rapides, que vous connaissez aussi sûrement déjà. La relation de Chasles, qui dit que si je dois me déplacer du point A au point B, puis du point B au point C, donc le AB c'est le vecteur qui fait le déplacement de A à B puis de B à C, c'est comme si je m'étais déplacé directement du point A au point C. Donc à retenir, on retiendra que se déplacer de A vers B puis de B vers C, c'est se déplacer de A vers C. Et ça souvent ça va nous faciliter les calculs. Au lieu d'avoir à manipuler AB plus BC, on aura uniquement à manipuler AC. Ça marche avec 2 vecteurs, mais ça pourrait marcher avec 50 000 vecteurs. On peut toujours simplifier les vecteurs grâce à cette relation de Chasles. Si je dois déterminer les coordonnées d'un vecteur, c'est-à-dire quel est le déplacement qu'effectue ce vecteur, eh bien je commence toujours par prendre les coordonnées de B, donc de l'arrivée, moins les coordonnées de A, du point de départ. Donc ici, si j'ai le vecteur AB, je prends xb moins xa, yb moins ya et zb moins za, qui vont me donner les 3 coordonnées du déplacement AB, donc du vecteur AB. On peut le voir grâce à la relation de Chasles, puisque si je me déplace de A à O, eh bien,
le déplacement du point A au point O, je reviens en arrière à partir du point A, puisque je reviens à l'origine. Donc je me déplace de moins XA, moins YA et moins ZA. Par contre, OB, je pars de l'origine et je vais au point B, donc je me déplace de XB, YB, ZB. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un repère avec une origine O, et ça nous permet d'avoir directement la relation de Chasles qui est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc ça aussi, je pense que c'est des choses que vous connaissiez déjà. C'est facile à remontrer. Un petit exemple d'application, vous verrez que durant ce cours, on aura souvent des exemples où on va nous-mêmes appliquer ce qu'on vient de voir dans le cours. C'est des exemples très simples au départ et puis on va monter un peu en difficulté. On vous donne deux points A et B dans le plan et il faut déterminer le vecteur qui va de A à B. Bon, alors là c'est très simple. Le point A il a pour coordonnées 1, moins 2. Le point B il a pour coordonnées 5, 7. Donc le vecteur AB il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. XB c'est 5, XA c'est 1, donc 5 moins 1 ça fait 4. 7 moins moins 2 ça fait 9, donc on voit bien que le vecteur AB il se déplace de 4 suivant cet axe et 9 suivant cet axe. On peut lire directement les coordonnées de AB sur la figure en décomposant 4, 9. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 4, 9. On a quelques propriétés assez simples sur l'addition vectorielle. C'est commutatif. Commutatif, ça veut dire qu'on peut faire OA plus AB ou AB plus OA. Donc si on a à calculer AB plus OA, eh bien on peut écrire plutôt OA plus AB, et ça nous donne OB. Donc cette écriture qui n'était pas forcément facile à manipuler, elle correspond à l'écriture du vecteur finalement OB. Elle est associative, c'est-à-dire qu'on peut faire la somme dans l'ordre qu'on veut. Les parenthèses on les met où on veut, ça marche aussi. Il y a un élément neutre qui est le point 0, donc le vecteur nul, c'est comme si j'écrivais AA. Comme je me déplace du point A au point A, ben la différence des coordonnées ça fait 0, donc j'ai le vecteur nul, j'ai pas fait de déplacement. Et on a aussi un opposé. Si je me déplace du point A au point B plus du point B au point A, ben je suis revenu au départ, donc c'est 0. Donc si je fais passer ce terme-là de l'autre côté, on voit que AB égale moins BA. Donc si je change l'ordre des lettres, eh bien je change le signe de mon vecteur. AB devient moins BA. On a la définition suivante qui est la norme d'un vecteur. Donc là, il y a un mot un peu savant, barbare, qui dit que c'est la moyenne quadratique de ses coordonnées. Alors la moyenne quadratique, ça veut juste dire que c'est la racine carrée de la somme des carrés de ses composantes. Oula, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Alors, on prend un vecteur dans le plan, par exemple ici. Si je veux calculer la norme de ce vecteur-là, de A à B, eh bien je vais prendre cette composante-là au carré, plus cette composante-là au carré, et en prenant la racine carrée, j'aurai bien la longueur de A à B. Donc ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle. Si je veux la longueur de A à B, je vais faire racine carrée de cette composante au carré, plus cette composante au carré. Donc ça c'est ce qu'on appelle la moyenne quadratique, c'est la norme. C'est combien est la longueur du déplacement de A à B. Une propriété évidente directe, c'est que la norme de 5 fois U, eh bien c'est 5 fois la norme de U. Parce que si je mets un 5 à l'intérieur ici, il sera élevé au carré, et sous la racine, on pourra factoriser par 5 et le sortir en valeur absolue. Pareil, la norme de moins 3 fois U, c'est égal à 3 fois la norme de U. Parce que la norme d'un vecteur est toujours positive. Dans le plan ou dans l'espace, ou en dimension n quelconque, la distance de A à B est définie par cette norme. Donc si je vous demande AB sans flèche, donc c'est pas le vecteur, c'est la longueur du déplacement de A à B, eh bien il faut bien faire la racine carrée de la différence de chacune des composantes au carré. Donc on fait xb moins xa au carré, etc. On appelle ça la norme d'un vecteur et on appelle ça aussi le module. Le résultat de la norme d'un vecteur, on appelle ça le module. Donc vous verrez les enseignants qui jonglent un peu entre le module, la norme, la longueur. C'est toutes les mêmes notions. C'est quelle est la distance qu'on parcourt quand on va du point A au point B. Donc c'est le théorème de Pythagore, comme je vous l'ai expliqué sur le schéma juste à côté. Si par exemple, on vous donne, on va zoomer un peu, deux points du plan, A et B, et qu'on vous demande de déterminer la norme du vecteur AB, bien c'est très simple. On va calculer dans un premier temps le vecteur AB, donc coordonnées de B moins coordonnées de A. D'accord, donc moins 6, moins 4, ça fait moins 10. 7, moins 2, ça fait 5. Donc là, on a le vecteur AB. Et une fois qu'on a le vecteur AB, on va calculer sa norme, qui est la racine carrée de la somme des carrés de ses composantes. Donc moins 10 au carré plus 5 au carré, ça fait racine de 125. Racine de 125, alors là, il y a un espace. Ça nous donne
5 fois 25, racine de 25, c'est 5, donc là on peut avoir une écriture un peu simplifiée. La norme de AB, c'est 5 racines de 5. Pas très compliqué si on sait calculer la racine carrée. On peut aussi utiliser les vecteurs pour déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Par exemple, si je me place dans le plan rapporté à un repère OIJ, donc là j'ai O, là j'ai I, là j'ai J, donc j'ai un repère qui a l'air d'être orthogonal à l'œil, et on nous dit qu'il est orthonormé. Donc ça veut dire que la longueur OI égale à la longueur OJ, et qu'ici il y a un angle droit. Donc là c'est le repère traditionnel que vous avez toujours vu, et où l'unité c'est le centimètre. Donc là j'ai 1 cm, et là j'ai 1 cm. On a 3 points dans le plan, le point moins 2, 1, 1, 4 et 6, moins 1. Calculer les longueurs, c'est très simple. On va calculer les vecteurs. Donc premier vecteur, vecteur AB, coordonnées 3, 3. Vecteur AC, coordonnées 8, moins 2. Et BC, 5, moins 5. Donc là, vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de chercher l'exemple tout seul dans un premier temps, puis regarder la correction ensuite. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous ayez compris. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice en même temps que moi. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir faire les questions, à vous de faire pause et puis de reprendre par la suite pour avoir les réponses. Parce que dans votre poly, cette partie-là n'est pas remplie. C'est à vous de la remplir. C'est pas utile de recopier ce que vous voyez à l'écran, c'est à vous de faire les calculs. Personne ne relira votre poly à part vous, donc c'est à vous de faire les calculs par vous-même. Donc calculer les vecteurs, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est facile. Coordonnées de B moins coordonnées de A. Ici, coordonnées de C moins coordonnées de A, coordonnées de C moins coordonnées de B. Donc on a les vecteurs. Et ensuite, on doit calculer la norme des vecteurs. Donc c'est racine carrée de la somme des carrés des composantes. 3 au carré plus 3 au carré, ça fait racine de 18. Et donc là, hop, je tombe sur 3 racines de 2. Parce que racine de 9 fois 2, c'est racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9, c'est 3. Donc j'ai 3 racines de 2. Pour AC, c'est pareil. 8 au carré plus moins 2 au carré. Hop, j'obtiens racine de 64 plus 4, racine de 68. 68, c'est 4 fois 17, donc 2 racines de 17. Et enfin, pour le dernier, comme tout à l'heure, racine de 5 au carré plus moins 5 au carré. Donc là, il ne faut pas se tromper, quand on fait des carrés de nombres négatifs, eh bien ils deviennent positifs. Parfois les étudiants font 8 au carré moins 2 au carré. C'est bien plus moins 2 au carré. Il ne faut pas mettre un moins 4. C'est pas 8 au carré moins 4. C'est bien 8 au carré plus moins 2 au carré. Donc là, il faut bien faire attention à ça. C'est des choses simples, mais on fait rapidement des erreurs d'inattention. Donc là, j'ai AB, j'ai AC et j'ai BC. On vous demande de démontrer que le triangle est rectangle. Alors pour qu'un triangle soit rectangle, bon, on se rappelle, donc là, il doit être rectangle en B, vu la construction. On ne peut pas être en C ni en A. Donc pour qu'il soit rectangle en B, il faut que AC au carré soit égal à AB au carré plus BC au carré. Donc ça aussi, c'est Pythagore. Des choses que vous avez vues au collège, on ne va pas passer 2 heures là-dessus, vous savez faire. AC au carré, c'est 68, AB au carré plus BC au carré, ça fait aussi 68, donc le triangle est bien rectangle en B. La dernière question, qui est un peu différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est donner les coordonnées du milieu d'un segment. Bien, pour avoir les coordonnées du milieu d'un segment, comment je fais? Eh bien, je prends les coordonnées des sommets, donc A et C, et je fais la somme des coordonnées divisées par 2. Donc je fais la moyenne des coordonnées. Donc XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. Donc là, ne vous trompez pas, ne mettez pas un moins, ne mettez pas un 2 fois. Les erreurs qu'on voit fréquemment, c'est de mettre XA moins XC ou XC moins XA. Non, c'est pas ça. Le milieu, ces coordonnées, c'est la moyenne des coordonnées des extrémités. Donc ici, on a XA plus XC sur 2 et là, YA plus YC sur 2. Un calcul simple nous donne 2, 0. On avait de la chance parce que graphiquement on voyait que c'était ça le résultat qu'on attendait. On voit bien qu'on avance de 2 et qu'on monte de 0. Mais il ne faut pas forcément se fier à un dessin. C'est pas parce que sur le dessin ça a l'air d'être 2, 0 que c'est exactement ça. Par le calcul, on aurait peut-être trouvé 2,0001 et au lieu d'avoir 0, on aurait trouvé 0,001. Donc il est important de ne pas se dire à l'œil je vois que c'est ça, donc c'est bon. C'est important de faire les calculs et de justifier ces résultats. Sinon, ça n'a pas de valeur. Ensuite, calculer la norme du vecteur nul. Alors, le vecteur nul, c'est je me déplace du point A au point A. Alors, le point A au point A, je ne me suis pas déplacé, donc la longueur du déplacement, c'est 0. La norme du vecteur nul vaut 1. Une base normée, on en a déjà un petit peu parlé, ce serait une base qui a tous ces vecteurs qui valent 1 en norme.
la longueur de chacun des vecteurs vaut 1. Ça, on en a déjà dit, et on verra par la suite comment on fait pour normer une base. L'opposé d'un vecteur, eh bien, c'est le vecteur v, qui est l'opposé de u, si u plus v égale 0. C'est pareil que de dire que u égale moins v, ou que v égale moins u. Donc c'est bien que v est bien l'opposé de u. De même, u est donc l'opposé de v. Conséquence directe, les coordonnées de v, ben c'est juste toutes les opposées des coordonnées de u. Si le vecteur 2, 3, ben l'opposé c'est le vecteur moins 2, moins 3. Donc moins u est l'opposé de u, ça paraît évident. Moins AB égale BA, on l'avait vu quand on avait parlé de la relation de Chasles. Du coup, U moins V, la soustraction de deux vecteurs, on n'a pas encore défini cette opération, et bien c'est comme l'addition avec l'opposé. Si je dois faire U moins V, c'est pareil que U plus moins V. Autre définition importante, la collinéarité de deux vecteurs. Donc si je prends deux vecteurs U et V, je dirais qu'ils sont collinéaires à condition que je puisse passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre alpha réel. Par exemple, si V égale 3U, alors U et V sont collinéaires. Pareil si V égale moins 5U. Cette notion introduit la notion de parallélisme d'objets dans un espace est définie dans un plan ou dans l'espace d'une direction par la connaissance d'un vecteur directeur dont tous les multiples sont portés par des droites parallèles. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce blabla? Ça veut dire que si U et V sont collinéaires, eh bien les droites qui portent ces vecteurs, elles sont parallèles. On a vu qu'elles avaient les mêmes directions de vecteurs qui passaient de l'un à l'autre en multipliant par une constante. Pas forcément le même sens, ça va dépendre du signe de alpha, et pas la même norme, ça va dépendre de la valeur de alpha. Si alpha vaut 1, ça marche, la même norme. Si alpha vaut moins 1, la même norme aussi, mais si alpha n'est ni égal à 1 ni à moins 1, on n'aura pas la même norme. Question simple, est-ce que ces deux vecteurs-là sont collinéaires? Eh bien, pour montrer qu'ils sont collinéaires, il faut montrer qu'on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. Voilà, c'est assez évident. Moins 2 et 6, donc j'ai multiplié par moins 3. 1,5, moins 4,5, j'ai aussi multiplié par moins 3. Et de 1 à moins 3, j'ai multiplié par moins 3. Donc là, on voit que j'ai multiplié toutes les composantes de U par moins 3 pour obtenir celle de V. Ou bien, j'ai multiplié toutes les composantes de V par moins 1 tiers pour obtenir celle de U. Donc je suis passé de l'un à l'autre en multipliant par une constante, qui est ici moins 3. Donc on dit que ces deux vecteurs-là sont collinaires. Alors comment ça se représente dans le plan? Eh bien si là j'ai le vecteur U, moins 2, 1,5 et 1, donc là on ne voit pas forcément très bien, mais c'est cette flèche bleue, eh bien le vecteur V est porté par une droite qui sera parallèle à la droite qui porte le vecteur U. On a visualisé dans le plan que le produit d'un vecteur par un réel, c'est un vecteur de même direction que le premier, mais pas forcément de même sens. Ici, U et V sont liés par ce nombre moins 3 qui est négatif, parce que V égale moins 3U. Donc comme moins 3 est négatif, on a des vecteurs qui vont être de sens contraire. Donc là, ce vecteur V il va par là, et lui il va pas dans le même sens. Donc si U et V sont liés par une constante qui est négative, alors on dira qu'ils sont de sens contraire. Et ça c'est une équivalence. Si alpha est négatif, alors U et V sont de sens contraire. Là encore, pas de grande difficulté. Alors les dernières pages de cette première partie du cours, et après on fera quelques exercices, on a vu ce que ça voulait dire collinéaire quand on était dans vecteur dans le plan. Maintenant, si on est en dimension 3, donc des vecteurs dans l'espace, on n'a plus vraiment cette notion de collinéaire. On a la même notion, mais de coplanaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que trois vecteurs sont coplanaires? Eh bien ça veut dire qu'on peut trouver un couple alpha-bêta tel que W égale alpha U plus bêta V. C'est-à-dire qu'on peut écrire le troisième vecteur comme une combinaison linéaire des deux premiers. À ce moment-là, ça veut dire que W est dans le même plan que U et V. Si j'ai U ici et V ici, dire que UV et W sont coplanaires, c'est dire qu'on peut écrire W comme une combinaison linéaire de U et V. Par exemple, moins 3U plus 2V. Donc à ce moment-là, eh bien, nos vecteurs U, V, W sont dans le même plan, donc coplanaires. Deux vecteurs sont toujours dans le même plan. U et V, on peut trouver un plan, le plan formé par U et V, qui les contient. Donc être coplanaire, ça devient intéressant à partir de trois vecteurs. Parce que trois vecteurs ne sont pas forcément coplanaires. Je pourrais avoir le vecteur W qui sort du plan, comme ça par exemple. Eh bien on ne pourrait pas trouver de combinaison linéaire de U et V qui me donnerait ce W là. Il n'est pas dans le même plan. Voilà. Deux vecteurs forment une base du plan s'ils ne sont pas collinaires. Donc dans le plan, donc sur la feuille de papier, si j'ai un vecteur U comme ça, pour avoir un vecteur
qui forment une base, mais il faut juste qu'il soit pas collinaire à U, comme ça quelconque, mais non collinaire. S'il était collinaire avec U, ça formerait pas une base, ça formerait une droite. En dimension 3, c'est pareil. 3 vecteurs forment une base de l'espace, à condition qu'ils ne soient pas coplanaires, ne soient pas dans le même plan. S'ils sont dans le même plan, je ne pourrais pas représenter un vecteur qui ne soit pas dans ce plan. Un petit vrai ou faux pour terminer. On considère 3 points A, B, C, et après vous verrez, on fera l'exercice 1. 3 points A, B, C, et un quatrième point, 4 points A, B, C, D, et on doit montrer est-ce que A, B et D sont alignés. Alors, est-ce que ces 3 points-là sont alignés? Comment on va faire pour montrer que 3 points sont alignés? Eh bien, c'est simple, il faut prendre deux vecteurs, AB par exemple, et AD, et regarder si ces vecteurs-là sont collinaires. Donc, je calcule AB, coordonnées de B moins coordonnées de A, je calcule AD, coordonnées de D moins coordonnées de A. Est-ce qu'il existe un réel qui peut passer de l'un à l'autre? Alors là, on voit qu'il faudrait multiplier par 3, mais 3 fois 3, ça fait 9, ça marche pas, et là, il y a un 0, donc forcément, ça marchera pas. Donc là, je sais qu'il n'existe pas de réel qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, les points ABD ne sont forcément pas alignés. Ensuite, la droite AB est contenue dans le plan d'équation x plus y égale 4. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Première question, on a bien compris que c'était faux. Ils sont alignés. C'est faux, parce que s'ils étaient alignés, les vecteurs seraient collinaires. La droite AB est contenue dans le plan d'équation x plus y égale 4. Alors, je prends les coordonnées du point A. 3, 1. Ça vérifie bien, 3 plus 1 égale 4. Les coordonnées de B, 0, 4. 0 plus 4, ça fait bien 4. Donc ces deux points, ils appartiennent bien à cette droite. Donc si les deux points appartiennent à la droite, mais le reste de la droite appartient aussi au plan, parce que la droite, elle ne peut pas sortir du plan pour y revenir. Donc les points A et B appartiennent donc au plan, donc la droite qui les relie appartient aussi au plan. Je ne peux pas avoir deux points dans le plan, par exemple ici j'ai ces deux points-là, là c'est le point A, là c'est le point B. La droite AB, eh ben forcément elle est dans le plan. Elle ne va pas sortir du plan ou faire je sais pas quoi, elle est forcément dans le plan. Si j'ai deux points du plan, la droite qui les relie est aussi dans le plan. Une équation cartésienne du plan est ça. Alors, pour avoir une équation cartésienne du plan, il faut que je vérifie que les points B, C, D sont bien dans ce plan. Je prends les coordonnées de ces trois points, donc B, 0, 4, moins 5. Si je remplace x par 0, y par 4 et z par moins 5, en faisant moins 9 fois 4, moins 5 fois moins 5, plus 11, ça fait bien 0. Donc le point B, il appartient bien à ce plan. Pour le point C, pareil. Je vais prendre les coordonnées du point C, moins 1, 2, moins 5, et je vais regarder si ça vérifie cette équation. Vous faites le calcul et vous allez voir que ça marche. Et pareil pour le point D. Donc l'équation proposée est bien celle du plan, puisque les coordonnées des trois points vérifient l'équation. Et ces points ne sont pas alignés. Donc on est sûr que c'est bien l'équation du plan. Les coordonnées de A, si elles vérifient cette équation, eh bien ça veut dire que A, il est aussi dans le plan BCD, qu'on avait déterminé avant. Pour montrer que 4 points sont coplanaires, mais il faut montrer que celui-là, il appartient bien au plan engendré par les trois premiers. Si c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'ils sont dans le même plan. Si c'est pas le cas, ils ne sont pas dans le même plan. Un petit calcul rapide, 3 fois 18, 54, moins 9, 45, plus 25, plus 11, ça fera jamais 0, d'accord? Parce que j'ai que des plus de nombres positifs, donc je sais que A, il n'appartient pas au plan BCD, parce que ses coordonnées ne vérifient pas l'équation précédente. Donc ces 4 points-là ne sont donc pas coplanaires. Alors maintenant, vous allez passer au poly d'exercice et faire l'exercice numéro 1.